Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ils minimisent leurs déchets mais pas leur créativité. Moi c'est Juliette Bonhomme, je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. En gros, l'upcycling c'est un peu ma passion. Alors comment refait-on du nouveau avec du vieux ? C'est ce que ce podcast Refait veut prouver à celui qui l'écoute. Ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Paris, dans les bureaux, on va dire, de Marilou Studio. Mais on n'est pas seul, on a aussi Alice Adore avec nous. Enfin, ça, c'est vos noms Instagram. Vous allez nous en raconter un peu plus sur votre vraie vie. Donc, je suis super contente d'être avec vous, les filles, parce qu'on se connaît un peu via les réseaux. On se suit depuis un petit temps, mais on ne se connaît pas intimement. Donc, moi, je sais déjà ce que vous faites, un peu qui vous êtes, mais j'ai envie d'en apprendre plus. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, comme ça, les gens qui nous entendent, on apprenne un peu plus sur vous. Vas-y, commence, on est chez toi. Allez. Donc je m'appelle Marion Louisa sur les réseaux sociaux, donc sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube et TikTok. Et je fais du contenu autour de consommer la mode différemment, soit en achetant de seconde main, soit en faisant de la couture. Et j'ai une marque de patron de couture pour débutants qui s'appelle Marilou Studio. Et c'est des patrons expliqués en vidéo. Très clair. Voilà, carré l'intro. En même temps, tu sais que le truc genre pour consommer la mode conventionnelle, ouais, vu que je le dis dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression que c'est une présentation comme quand tu présentes ton CV. Ouais, c'est vrai. Alors moi, c'est pas aussi structuré. Moi, c'est Alice Adore sur Instagram surtout. Maintenant, je commence à me mettre sur TikTok. Ok, Gen Z, ça y est. Ouais, c'est ça. Et je fais de l'upcycling, principalement des bananes que je vends. Et j'aime bien montrer aussi toutes mes petites trouvailles de seconde main. Tes créations aussi que tu fais pour aussi, toi, mes créations perso, ouais. Très talentueuse de madame en face de moi. Alors, du coup, on va revenir un peu à vos projets pro, on va dire, après, plus dans le détail. Okay. Mais est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre parcours ? Enfin, comment vous en êtes arrivé là ? Okay. Qui veut commencer ? Isa. Je continue comme ça. Ok, alors, mon parcours. Donc, moi, j'ai fait l'université. Donc j'ai fait économie-gestion à l'université à Toulouse. Je viens de Toulouse, j'ai fait toutes mes études à Toulouse. Oui. Ensuite, j'ai fait un bachelor en Suède, management international, et un master 1 management international et 2 marketing digital. Et je travaillais en parallèle au printemps en tant qu'assistante chef de produit, donc pour le développement de la marque propre. Donc c'est la marque au Printemps Paris, du printemps. Et quoi d'autre ? Et oui, j'ai fait des cours d'été à S-Mode en stylisme et modélisme pendant 1 mois. Donc c'est là que j'ai appris à utiliser une machine à coudre. Et je travaillais au printemps et j'étais dans ma dernière année d'études pendant le confinement. Et en fait, pour rentrer dans mon master, mon master marketing digital, j'avais dit que j'avais un blog et que j'allais le faire marcher. C'était faux. Mais une fois que j'étais rentrée, il fallait que ça marche. Enfin, il fallait que j'ai quelque chose. En gros, il fallait avoir un projet perso à faire marcher, donc via le marketing digital. Okay. Donc moi, j'avais un blog à ce moment-là qu'un ami de mon père avait fait pour moi en mode « Mais si, t'aimes la mode, tu vas faire un blog ». Donc genre, je devais écrire un article tous les 10 du mois. Ça s'appelait The Look, je me rappelle. Enfin, ouais. Je crois que j'ai l'impression qu'on a tous commencé genre avec un espèce de blog. Enfin, au mais tu sais que moi, j'ai envie de remettre avec ma copine, on avait créé un truc et tout, c'était nul. Moi, je voulais faire un blog, ma mère, elle voulait pas. Parce que moi, je suis trop passionnée par les trucs. Elle m'avait dit genre non, après, tu vas plus faire d'études si tu fais un blog. Donc, j'ai acheté des petits livres que je lisais en cachette en mode comment faire un blog. J'ai un truc de 14 ans, comment faire un blog. Mais tu sais que c'est dingue parce que j'ai commencé en voulant faire un blog qui s'appelait Your Look. Où non. pour aller faire des photos des gens dans la rue et tout, des street style. Mais je me suis un peu ravisée, j'étais là, enfin, autre histoire, mais du coup, trop drôle quand tu dis The Look, j'étais là, sommes-nous les mêmes ? Oui. Donc j'ai fait ça, et en fait, du coup, pendant le confinement, il fallait que je fasse marcher mes réseaux sociaux, enfin quelque chose en ligne. Ce blog, et j'ai appris à coudre parce que j'ai toujours besoin de faire un truc. Ouais. Et pendant le confinement, moi, je pouvais pas du tout, genre, me lever à midi et tout, il faut toujours que j'ai un truc, et du coup, j'ai commencé à utiliser ma machine à coudre parce que j'avais fait des cours de couture mais j'avais pas du tout le temps de m'y mettre après. Et je me suis dit là t'as tout le temps parce qu'après je travaillais et tout donc j'avais vraiment plus de temps et je me suis dit là j'ai vraiment le temps de savoir qu'est-ce que je ferais si tout mon temps c'était moi qui choisissais ce que j'en ferais. Ok, ouais.
Et du coup, j'ai commencé à faire de la couture, mais en fait de l'upcycling parce que il y avait que ça, de toute façon. Ok. Donc, essayer de faire des petits trucs. Et je me suis dit, bon, je vais le faire sur les réseaux sociaux, comme ça, je dirais que j'ai fait quelque chose. Ok, donc c'était vraiment pour ce master. Ouais, c'était vraiment pour le master. Et du coup, j'ai commencé à partager des trucs. Et normalement, c'est pas un truc que j'aurais fait, j'aurais été gênée de parler en caméra et des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, j'étais tellement dans la merde que je me suis dit, tant pis. J'y vais. Tant pis pour la gêne, ce sera gênant, tant pis. Et du coup, j'ai commencé à parler en caméra et tout. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne bien. T'as personnifié ton... Ouais, on va dire quand tu mets un peu ta timidité, enfin moi je suis quelqu'un de timide normalement, et ton ego un peu en mode je vais avoir l'air ridicule de côté, du coup je me suis dit on tente et si ça marche pas, personne va le remarquer en fait, puisque le principe des réseaux sociaux c'est que si ça marche tout on le remarque entre guillemets, si ça ne marche pas tout le monde s'en fout. Et puis je me suis dit personne va passer 1000 ans à se demander pourquoi Marion elle a fait un truc sur les réseaux sociaux qui n'ont pas marché, enfin tout le monde s'en fout. Surtout pendant le confinement tout le monde testait un peu, et tout le monde se plein de lâchait un vidéos, peu ouais. Donc j'ai commencé sur Insta et après j'avais mon petit rythme, c'est-à-dire le matin je faisais mes petites créations et l'après-midi je partageais, je sais plus, les cycles de création, je sais pas quoi. Tes avancées, ton process et tout. Et après je me suis dit c'est bien mais j'aimerais bien avoir plus mon univers, donc je vais essayer YouTube. Je ne savais pas monter, je ne regardais pas YouTube. Et pareil je me suis dit si ça marche pas, tout le monde s'en fout. Et du coup j'ai fait YouTube, j'ai appris à monter et après j'ai continué. Et après j'avais fini mes études. Et je me suis dit, moi j'aurais jamais osé me le dire, mais mon copain m'a dit pourquoi t'essayerais pas les réseaux sociaux pendant genre 6 mois, voir si c'est quelque chose qui te plaît ou pas. Genre comme pour être que ce soit ton revenu et que ce soit ton pro quoi. Oui c'est ça, parce que moi ce que j'aimais beaucoup c'est que ça permettait d'être créatif dans un métier, et c'est vrai que ça m'en l'aurait pas permis dans un travail par rapport à ce que j'avais fait. Et en plus c'était pas du tout une période pour la mode où c'était facile de trouver un travail, donc je me suis dit on va essayer ça, et du coup j'ai essayé. Et au final, ça a plutôt bien fonctionné. Après, j'ai lancé Marilou Studio et du coup, voilà. Ok, et donc du coup, toi de base, tu voulais faire de la communication digitale dans la mode. Enfin, c'était quoi le lien entre tes études et du coup ton taf au printemps, les 1 mois que t'as fait à S-Mode. Enfin, c'était quoi de base ton objectif? Mon objectif de base, c'était de faire l'Institut français de la mode en Master 2, mais ils prennent pas de Master 2, ils prennent après le Master 2. Ok. Du coup, j'ai postulé en Master 1, j'ai été reçue sur dossier, donc j'ai passé, c'est pour ça que j'ai fait l'IFM, que j'ai fait les cours à S-Mode, que j'ai fait beaucoup de stages dans la mode, que je travaille dans la mode et tout. C'était vraiment ça l'objectif. Parce que j'avais besoin, je voulais travailler dans la mode, mais j'avais besoin de la, de la justification, validation académique. Et l'IFM, c'était genre le numéro 1 de la mode, donc j'étais allée, il faut absolument que je fasse l'IFM si je veux faire la mode. Au final, j'ai pas été reçue aux entretiens, ils m'ont dit que j'étais trop jeune et que j'avais pas d'expérience professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai changé d'études après et que j'ai fait une alternance pour avoir de l'expérience professionnelle. Sauf que après, j'avais plus envie de continuer mes études après le Master 2. Je me suis dit, je pense pas que ça va m'apporter plus de faire 1 an maintenant. Je m'étais dit peut-être plus tard, parce qu'ils prennent aussi des personnes qui ont pas mal travaillé. Je me suis dit peut-être plus tard. Maintenant, c'est vrai que sur le moment, je voulais absolument travailler dans le luxe et autres, vraiment pour la validation que ça avait. Luxe alors. Ouais. Pour avoir le beau nom sur le CV. Parce que j'aimais bien les savoir-faire. Ouais. Et je trouvais que dans le luxe, il y avait vraiment ce travail du storytelling, savoir-faire et tout, que je trouvais hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais ça. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, je pense que le luxe, c'est pas fait pour toi. T'es pas assez carré, enfin t'es plus créatif que ça. Et moi j'étais là en mode non mais pourquoi il dit ça, moi je suis faite pour le luxe, je peux le faire. Enfin c'était un peu le truc genre je peux le faire. C'était ton dream aussi, un peu que tu visais quoi, donc dur de se dire je le fais pas. Ouais, je voulais être acheteuse dans la mode. Acheteuse. Ouais. Ok, donc c'est acheteuse, ça veut dire quoi? Acheteuse, c'est tu vas sur pour la partie brillante, tu vas sur les défilés et tu choisis ce qui va rentrer en magasin. Ok. Pour la partie moins brillante, c'est beaucoup de calculs et d'analyse de résultats, enfin de ce qui va fonctionner. Ok, je connaissais pas trop ce c'était ce que je voulais faire parce que j'avais l'impression l'impression que je prévoyais bien ce qui allait fonctionner et du coup je me disais ça c'est bien comme métier, je pense que j'ai un bon truc là-dessus et voilà. Ok, donc c'était le parcours... Ça c'était le parcours idéal. De base, ce que tu rêvais. Ouais. Mais j'ai fait un stage chez Chanel en luxe. Ok, ouais. Et je me suis rendu compte que, en effet, c'était peut-être pas la carrière qui me plaisait le plus. C'est vraiment une religion quand tu travailles dans une marque de luxe. Les gens, ils adorent ça, ils déjeunent Chanel, ils mangent Chanel le midi, ils dînent Chanel. Moi, non. Tu t'y retrouvais pas? C'est pas que je m'y retrouvais pas, mais j'ai pas cette adoration pour un truc. Et en plus, c'est hyper strict. Il y a vraiment aucune place à créativité. C'est-à-dire que si Chanel, c'est noir et blanc, tout va être noir et blanc. Ça va prendre des années à valider une photo en noir et blanc. Enfin, c'est que des trucs, c'est pas du tout instinctif. C'est pas des choses, libre. C'est pas du tout libre. Créativement parlant, c'est
pas très stimulant, à moins que tu sois à un très haut niveau. C'est ça. Ouais. Et donc c'est ça en fait qui t'a un peu bloqué, c'est ce manque de liberté, de peut-être de il y avait trop de rigidité dans cette structure. Oui, c'est ça. Après, je sais pas, peut-être que s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais sûrement postulé dans des trucs comme ça et fait quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai fait autre chose, quoi. Ok. Et aujourd'hui, je regarde pas. Enfin, je suis contente de pas avoir fait ça. Je pense pas que c'était pour moi au final. Et je comprends la personne qui m'a dit, c'est pas trop pour toi. Tu te retrouves beaucoup plus dans ce mode de vie que t'as actuellement. Oui. Ouais. Bon, on va dire de toute façon, j'ai choisi ça, donc maintenant je suis dedans. T'as que 26 ans. Oui, Donc, voilà. C'est un mode de vie maintenant, tout est éphémère, ça peut encore changer. Mais je pense pas que je reviendrai. J'ai des copines qui travaillent dans le luxe et tout, je pense pas Ça que ce soit t'entend pas. Non. C'est pas ce qui t'attire. C'est très. Tu penses que tu idéalises un peu aussi quand t'es jeune. Ouais, le oui, cette c'est ça. industrie, J'idéalisais cette beaucoup industrie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve aussi que c'est quand même beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour pas grand chose, parce que c'est pas grand chose, ça prend du temps de créer tout ça, mais c'est un peu déconnecté, je trouve. Ouais, c'est déconnecté de la réalité aussi et du quotidien peut-être des gens autour de nous, en C'est mode ça. qui sait consommer, enfin qui peut consommer Chanel ou le luxe, enfin. Et après il y a tout proche de l'aspect que c'est pas du tout éthique en fait. Enfin, moi je me disais aussi le luxe, moi j'aime bien dans la mode, ce que j'aime c'est prendre le temps de faire les choses, c'est le savoir-faire. Là c'est vrai que bah en fait quand tu travailles dans une marque de luxe, il y a beaucoup de vêtements en polyester. Enfin, il y a pas du tout d'attention particulière pour l'éthique, bien que ce soit des produits très chers. Enfin, c'est pas le... En fait, t'as un peu déchanté de... Enfin, ça t'a un peu désillusionné de l'image du savoir-faire, du luxe, alors qu'en fait... En fait, c'est un milieu hyper strict où c'est quand même assez toxique. Ouais. Euh, À quel niveau, genre? Bah, les gens entre eux... En fait, c'est des milieux où c'est très dur d'y arriver. de rentrer dedans. Il y a beaucoup de rivalité. Les gens bossent beaucoup. Les gens bossent beaucoup. Tu bosses De quoi toxique niveau bien-être aussi, quoi. Toxique niveau bien-être, enfin tout le monde est déprimé dans ce truc quoi. Enfin, toxique niveau bien-être, tout le monde court à 3h du matin pour une jupe rose parce que quelqu'un a décidé qu'il fallait une jupe rose. Enfin, c'est des trucs comme ça où moi vraiment. Non, à un moment. C'est un peu l'image, les stéréotypes de Paris qu'on imagine. Mais c'est hyper vrai. Alors déjà, là-dedans, ce c'est vrai. stéréotype est hyper vrai partout, honnêtement. Enfin, moi en tout cas, les gens que je connais qui bossent, c'est quand même un stéréotype qui est hyper... Enfin, c'est pas un stéréotype, quoi. C'est une réalité. C'est une réalité, ça prend du temps de se déplacer. Ouais. Mais du coup, ouais, en fait, ça t'a déchanté en voyant tes stages. Ouais. Et puis est arrivé le Covid, ta couture, ta prise de conscience de ce que tu voulais faire. Et du coup, parce que tu disais que t'as commencé à faire de l'upcycling parce qu'il y avait que ça en couture, enfin en confinement. C'est parce que quoi, enfin, il y avait des tissus qui traînaient chez toi, enfin, qu'est-ce qui s'est il y passé? avait des boîtes de tissus. Ma mère, elle cousait à un moment, donc il y avait... Enfin, elle cousait. Elle faisait 2-3 trucs. Les ourlets, les coussins. Ouais, voilà, il y avait 2-3 trucs. Qu'est-ce qu'il y avait? Je sais même pas avec quoi j'ai commencé. Je sais même pas d'où ça vient. C'est juste, bah, il fallait C'est bien juste, trouver un il y truc, avait quoi. que ça, quoi. Ouais. Donc toi, c'était en mode, ça s'est mis comme ça. Et après, ça m'intéressait aussi, les trucs d'upcycling. Je sais que j'avais vu... bah, j'étais déjà hyper concernée par les trucs sur la mode, la fast fashion et tout, parce que vu que j'avais un blog, j'avais fait beaucoup de recherches sur quel axe je voulais donner à ce blog, et du coup, ce blog était axé sur la fast fashion, les dessous de la fast fashion. Donc tout ça, j'étais déjà consciente. Et en plus, je regardais des filles comme Clara Victoria qui étaient sur YouTube, et j'aimais beaucoup ce qu'elles faisaient, mais c'est vrai que moi, je savais pas du tout coudre, et je trouvais ça sympa. Donc je me suis dit, bah, j'ai le temps, on va essayer des trucs, quoi. Ça liait un peu ton amour pour la mode, le savoir-faire, tout en ayant une mode responsable. Oui, c'est ça. Et t'as eu une prise de conscience par rapport à cette mode responsable ou c'est juste via tes recherches que t'as découvert ça comme ça? Bah, via mes recherches. Vraiment, je regardais une fille sur YouTube qui est grecque, qui s'appelle Kristen Léo, Ok. qui est hyper engagée depuis vraiment très longtemps maintenant sur la mode éthique. Et bah, après, j'avais regardé pas mal de reportages. Enfin, c'était vraiment un truc qui m'intéressait. Et j'avais même fait, quand j'étais en Master 1, on devait faire un mémoire de recherche. Et j'avais fait un mémoire de recherche sur comment rendre les marques de mode plus éthiques. Ok. Donc c'est quelque chose qui était, enfin, qui émanait de tes déjà recherches, bien, déjà etc. bien ancré. Et même quand j'étais au printemps, bah, du coup, ça m'a permis de voir le milieu de la mode et de voir bah, tout ce qui, pour moi, d'un point de vue extérieur, n'était pas ok. Enfin, des choses que tu acceptes avec le temps, et maintenant je le vois en ayant une entreprise, il faut accepter des choses, et il y a des choses, tu peux pas faire Tout attention ne peut à pas être tout. parfait. Ouais. Parfois, bah, y a des choses qui vont pas se vendre, et ça fait partie du truc aussi. Mais c'est vrai que par exemple, quand je travaillais sur les collections, on faisait des calculs où il fallait que, genre, c'était réussi quand 70% de la collection était vendue. Ok. Donc quand on n'avait pas tout vendu, et moi ça m'a choquée, j'étais là, et c'est ok, donc dans les calculs c'est bon que 30% soit gâché. Ouais.
Donc des trucs comme ça. Bon, maintenant je le comprends mieux, mais sur le moment ça m'a vraiment choquée. Ouais, c'est souvent j'ai l'impression que on prend conscience, puis on part du coup dans l'extrême en mode mais c'est impossible, enfin on est assez révolté, puis après on se rend compte que bon, il y a une réalité. Oui, c'est ça. Et on se situe un peu dans le entre deux en mode où tu gères toi ta consommation de manière durable, tu fais ton projet, mais t'acceptes aussi qu'il y a des réalités qui sont pas. Bah, il y a des réalités économiques et Ouais. de temps aussi parfois, et de moyens, mais pas financiers, mais plus comment recycler des trucs. Comment Tu écouler vois, un nous stock. là, ouais. on aurait 3 petits bouts de tissu, bah je pourrais pas les mettre dans une benne à bouts de tissu spécialement, quoi. C'est Sinon ça. je fais tout Paris tous les soirs Ouais, avec c'est mes ça. 3 bouts de Ouais. tissu, quoi. Donc il y a des réalités aussi. C'est ça, des réalités, ouais. Mm. Ok. Merci, hyper intéressant. On va revenir à du coup Marilou Studio, le projet pro par la suite. Oui. Mais du coup, Alice, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Oui. Alors mon parcours, moi après le lycée, j'ai fait une année sabbatique, on va dire, à Berlin. J'ai Et donc de travaillé base, quand tu viens de même. Caen? De base, non, j'ai pas mal déménagé. Moi, je suis née en Suisse. Ok. J'ai vécu un peu en Allemagne, après 10 ans à Grenoble, et après j'étais en Normandie, donc presque 10 ans aussi. Après cette année à Berlin, je suis revenue. J'ai été à la fac, une licence en langue pendant 3 ans, qui était sympa, mais qui m'a pas non plus transcendée, quoi. Pour faire des études, quoi. Oui, voilà, c'était un peu ça, parce que j'ai toujours été perdue dans mes études, parce qu'en fait, je pense que je me suis un peu mal orientée. Je pense que j'aurais dû faire un truc artistique plus tôt. Tu t'es pas écoutée, tu crois? Ou Non, autour de toi, c'était pas Je pense assez que- encouragé? alors déjà, dans ma famille, bon, si mon frère et ma soeur font aussi des trucs artistiques, mais j'avais pas trop sinon d'exemples de gens qui avaient... Qui avait réussi dans l'artistique? C'était toujours un peu le truc où tu veux faire de l'art, mais c'est un peu compliqué, tu sais pas trop sur quoi ça va donner. Du coup, j'ai fait un bac S, mais je passais mon temps quand je rentrais chez moi à bricoler et tout, donc mais je m'étais pas orientée vers ce genre de bac et tout, parce que je savais pas dessiner. Pour moi, et si tu voulais faire ça, il fallait savoir peindre, dessiner, faire des trucs vraiment concrets, quoi. Moi, c'était plus je bricolais à droite à gauche, un peu DIY. Ouais, t'aimais bien chipoter, Ouais. quoi. Voilà. Donc après, en fait, j'ai fait la licence qui a fini en même temps que le Covid a débuté. Tu peux donner le nom de ta licence, c'est connu comme licence. Moi j'ai fait La ça. licence LEA, ouais. Ouais, LEA, ouais. LEA, et c'est quoi? connu. C'est langues étrangères appliquées. Ok. Et tu l'as fait où, cette licence? À Caen. À Caen. J'ai fait ça à Caen, ouais. J'ai failli faire ça. Hein. Ouais, mais c'est... T'as En une fait, coach il y a qui fait beaucoup de ça. gens qui font ça, parce que comme c'est assez ouvert, tu peux faire plein de choses derrière. Tu Ouais. peux te réorienter sur des écoles de commerce, sur Ouais. des masters plus orientés Journalisme, langue, moi ou je voulais faire journalisme, c'est aussi. pour ça que j'avais Il faut avoir un très très bon dossier quand même. Ouais, ouais. Et la fac, si tu sais pas travailler, c'est compliqué quand même. Ouais, La mais langue première année, j'ai étrangère failli appliquée, lâcher. c'est une filière qui est assez connue. Oui, ouais. Quand t'as fait ES, donc je sais pas si pour toi c'est pareil, les bacs, mais bon, bah, nous il y avait les bacs. J'ai l'impression d'être bah, de dire, là, genre, même, le bac B, c'était tes parents Bah qui ouais, disaient genre maintenant en c'était plus, le bac B, ça existe plus. ça a changé maintenant, Mais ouais. donc un bac économique, c'est vrai que LEA c'est une des filières de l'université qui est Oui, assez, il y avait énormément de qui est monde assez dans classique. dans cette filière. Oui, à Bruxelles, on a un peu ça en communication. Tout le monde fait communication parce qu'en fait, ça rejoint beaucoup de choses et peu importe ce que tu fais Ouais. après, ça peut t'aider. Ouais, j'étais surtout entourée de gens qui ne savaient pas quoi faire non C'est plus, ça. tu vois. Donc, Donc on était tous un peu là, au hasard. pas passionnés, mais Voilà. on fait ça comme ça, on a quand même des études. Ouais, un bac. c'est ça. Et sauf que quand il y a eu le Covid, après, moi, je cherchais un peu des masters. Je me disais, bon, il faudrait quand même que je continue et tout, mais je savais toujours pas vraiment concrètement ce que je voulais faire, parce que tout me paraissait trop scolaire et tout, et c'était vraiment pas mon truc. Et donc, j'ai commencé à coudre pendant le confinement. J'avais déjà cousu un petit peu avant. Mais c'est là où je me suis dit, bon, bah, je n'ai rien à faire. En plus, je sortais d'une période un peu sombre, donc ça m'occupait vraiment l'esprit. Ok. Et ça m'a vraiment aidée à me sentir mieux et tout, parce que je passais des heures devant la machine. Tu voyais pas le temps passer, Ouais, c'était ouais, hyper ouais. méditatif. Ouais, c'était vraiment méditatif, c'est ça. Et après, au bout d'un moment, très vite, j'ai commencé à faire des bananes, je sais pas pourquoi. C'était le truc qui directement t'a... Je pense que j'ai vu un tuto ou un truc sur Pinterest, je me suis dit, je veux faire ça. Du coup, j'en ai fait une et après, j'en ai fait plusieurs et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas les vendre, quoi. Ouais, tu vas Ouais. tout ce que t'as. Et en fait, c'est assez rapidement, ça a bien marché. Enfin, je sais pas trop comment, mais j'ai vite tout vendu.
Ok. Du coup, j'en faisais de plus en plus souvent et tout. Et après, Je j'étais sais un peu pas trop accro. comment. Bah non, mais en fait, parce qu'au début, j'étais vraiment j'étais très On peu est suivie. très opposés là-dessus. C'est vrai. C'est-à-dire J'étais très peu suivie au début, donc pour moi, c'était quand même un peu, tu vois, bizarre de tout vendre d'un coup, quoi. On est très opposés Ouais. sur... C'est-à-dire Marion est très carrée. Genre moi je Tu sais sais où tu toujours, vas. c'est pas que je sais où je vais, mais il me faut un T'as un but. plan, C'est quoi. vrai, Il y a ok. toujours un plan, Moi, il je y a vis jamais au pas de jour plan. le jour, je n'ai jamais de plan. Et elle c'est en mode, mais Alice tu vis On pas. verra, quoi. C'est pour ça que je savais. Mais du coup, à Paris, Voilà. c'est pour ça que tu es là. Non, mais après, je pense que c'est bien. Mais c'est trop bien, du coup, vous êtes trouvé un peu le. Ouais. On se complète un peu, du Ouais. coup, quoi, parce que... Moi tu me détends un peu et moi Ouais, je te ouais, donne des ouais. petits objectifs. Mais du coup, structure un peu. t'as commencé à vendre tes bananes grâce à Insta. Grâce à Insta. C'était via Totalement, Vinted, tu shippais comme ça. Je mettais Enfin, tout en story et puis les gens m'envoyaient un petit message et tout. Vraiment, la- Bah, c'est parti un peu de nulle part, quoi. J'avais pas de plan, je me disais pas je vais devenir entrepreneur. Pas du tout. c'est devenu comme C'était- ça. C'est ça, parce qu'en fait, comme je savais pas... Bah, déjà, on était bloqués Ouais, et j'avais voilà. fini mes études, donc j'avais vraiment rien à faire, quoi. Et à la rentrée, je me suis dit, bon, je vais reprendre une année, à la limite, j'étais pas pressée de finir mes études ou quoi. Donc je me suis dit, je vais reprendre une année. Puis l'année d'après, j'ai repris une année. Quand tu dis reprendre une année, c'est reprendre une année où. Off, ok. sans études. Ok, quoi. je pensais genre je recommence des Non. cours. Ah ok. oui, non, quand je prends une autre, c'était off, quoi. Ok. Après, je travaillais toujours un peu à côté, j'ai toujours travaillé en restauration Ok, l'été et tout. Donc je savais que j'avais toujours un petit job à côté, mais... T'inquiète, on ne te juge pas. Mais qu'est-ce que tu fais Non, mais souvent, les gens, ils me demandent tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais, en fait Mais c'est stressant, je trouve cette question toujours un peu en mode. Du coup. Ouais, mais enfin, pendant longtemps, j'étais hyper stressée de mon futur parce que je voyais tous mes potes qui faisaient des études de fou, qui étaient très dans Sciences Po, médecine et tout. Et moi, j'étais un peu perdue à côté, quoi. Et Ouais. quand tout ton entourage est vraiment structuré dans un parcours et tout, c'est un peu angoissant de se dire, bah moi, je sais pas trop encore. Et pourtant, je trouve que c'est quand même normal aussi parce que tu peux pas avoir... Enfin, tu peux pas forcément savoir ce que tu veux faire. Tout le monde n'a pas sa voix à Non. 20 ans quand il doit choisir ses études et se dire Vraiment ok, pas. je vais faire que ça. Ouais. Ok, donc maintenant, donc t'as commencé à coudre en confinement, t'as commencé à vendre tes bananes, ce que tu fais encore actuellement Ouais. au final. Ouais. Et on peut dire que du coup, ton projet, enfin je veux dire Alice adore parce que du coup Ouais. c'est la page, ton projet Upcycling est venu du coup de la demande des gens qui voyaient ce que tu faisais et t'ont dit tu veux Oui. pas en vendre Ouais, parce qu'en fait exactement. ils en voulaient. Oui, c'est ça. Comme j'ai vu que j'en vendais de plus en plus, je me suis dit, bon, bah, let's go, il y a de la demande. C'était pas trop la hype encore des bananes. Mais Maintenant tu maintenant, je suis dedans, là. Je suis avant-gardiste. Pourquoi t'as pas vendu sur Vinted en fait, je suis en train de me dire. Parce que... Ah tu vends pas sur Vinted là Non. Elle vend toujours par C'est pour ça que moi je pense, je t'ai dit en plus c'est via Vinted en mode c'est sur Vinted que tu vends tes drogues. Ça me fait tilter, mais pourquoi tu vends pas Bah, sur parce Vinted que je me... En fait, j'avais pas envie, je voulais montrer sur Insta... Ouais mais tu peux envoyer. Ouais, Toi tu faisais ça avec ta collection c'est des Slow Shell, ouais. Bah, ouais, en fait, aussi, normalement, c'est pas trop autorisé de faire ça. Bah, maintenant, C'est pas trop... Ouais. Maintenant, oui, il mais faut être pro. c'est depuis pas longtemps que tu as C'est le truc Non, pro. mais bon, enfin, si tu le fais en fait à petite échelle, c'est Ouais. tant que tu dépasses pas des quantités astronomiques, mais en fait, genre juste pour les envois, comment tu. Mais oui, pour les envois. Bah, comment tu gères Et le nom des gens. Mais et oui, tout, mais payer des déjà fois, je les frais de faisais port. passer par Vinted. Je leur disais, bah, je la mets sur Vinted. Mais en fait, je voulais que... Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Comment tu gères là Bah là, les gens, tu sais, ils commentent le Oui. post et après, je leur envoie un petit DM. Ils m'envoient leur adresse. Ils me font un Lydia ou un Paypal. Une vie de galère, quoi, n'importe quoi. Mais c'est vrai, Mais pourquoi pas Vinted? Et comment t'envoies du coup? À chaque fois, c'est one by one, on fait au cas par cas. ouais, j'écris la petite adresse. Mais aussi parce que jusque-là, tu vois, j'en faisais 20, 25 par mois, grand max, quoi. Là, maintenant, je commence à en faire plus. Mais donc, c'était gérable. Peut-être que là, ça va devenir un e-shop hyper Et régulé. bah là, normalement, il va y avoir un site. Tu sais qu'entre Vinted et site, je sais pas ce qui est le mieux, hein, au final. Je sais pas, Vinted Pro. c'est pas toujours. Enfin, c'est pas déclaré quoi. Mais si, maintenant, Bah, tu ça peux se le garder, met, t'es c'est obligé. ouais, Ouais, t'es obligé si tu fais plus de, Ça je se sais met plus sur quoi, ta 5 fiche ventes ou un truc d'impôt, comme ça se met très vite maintenant. Ouais. Mais ça te permettrait Mais- ça te permet d'être légal assez rapidement, en fait, Vinted, du coup, maintenant. Parce Ok, que- je savais pas que maintenant tu pouvais vendre des trucs professionnels. Si, En il y a pro, plein ouais. de comptes pro. Mais... Ouais. Et c'est surtout, je me dis, il y a des gens qui peuvent, du coup, tu vois, s'abonner à ton compte Vinted pour voir les nouveautés et tout, Ouais, ce c'est qu'ils vrai. t'auraient pas sur un site.
Business oriented. Ouais. Coaching. Ok, mais donc toi, tu faisais ça par de base kiff, et puis du coup, tu t'es dit, bah, j'aime trop les bananes, je vais en vendre, parce que bon, tu vas pas tout garder et te retrouver avec 15 000 bananes. Exactement. Et du coup, ça, tu faisais quand t'étais encore en Normandie en confinement. Et puis après, qu'est-ce qui... Et après, j'ai fait... Combien de temps j'ai fait ça? Presque 1 an et demi, 2 ans en Normandie. Et ça fait quand même un moment que je me dis, bon, j'aimerais bien bouger de la Normandie. Parce que j'aime bien, c'est cool, mais il s'y passe pas grand-chose. Enfin, c'est assez calme. Et je venais très souvent en week-end à Paris, chez des copines et tout. Je me suis dit, ça serait vraiment top si je pouvais aller sur Paris. Mais en même temps, je me disais, bon, trouver un appart, c'est tellement compliqué et tout. Tellement cher. Tellement cher. Et l'occasion s'est présentée, donc j'ai sauté le pas. Mais sinon, si j'avais pas eu cet appartement aussi facilement, je pense que je serais restée. Tu serais encore là-bas, tu crois? Je pense que je serais restée en Normandie encore un peu, ouais. Ok. Mais j'ai réfléchi plusieurs fois, je me disais, oh, pourquoi pas retourner encore à l'étranger, parce que c'est quand même des expériences que je trouve cool à chaque fois. Et puis finalement, Paris, quand même, je savais que ça me plairait, quoi. Et là, ça te plaît? Trop. Donc là, maintenant, t'es à Paris. Ouais. Marie, on vit aussi à Paris. Oui. Vous vous êtes retrouvés à Paris, du coup? Oui, ouais. Ouais. On s'est rencontrés, je sais pas, On la se première connaissait fois, il y a déjà. peut-être 1 an. Il y a plus, j'ai vu Un ma an galerie et de photos. demi. Il y a 1 an et Ouais. demi, ouais, bah parce que Instagram, tout ça, Ouais, quoi. via eux, ouais. Ouais, On s'est vu sur Paris? et Oui, on s'est sur vu sur Paris, Paris, c'est ouais, ça. à ton ancien atelier. Ah oui. T'avais un autre atelier avant? Oui. Ok. Oui. Bon, on va parler de Marie-Lou Studio alors après. mais donc du coup, ok, donc maintenant t'es sur Paris. Ouais. Est-ce que tu sens du coup qu'il y a un changement? Genre qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? Genre tes bananes, on voit qu'il y en a de plus en plus. Voilà, il y en a de plus en Sac, plus. C'est vrai que ça m'a motivée à me mettre à fond dedans. Ouais. Et puis même pour moi personnellement, je suis beaucoup plus épanouie ici. J'ai tout le temps un truc à faire. Même en termes d'expo, d'événements et tout, il y a toujours quelque chose qui me plaît, même d'aller me balader et tout. Je suis trop contente d'être ici, quoi. Et du coup, toi qui du coup avais du mal un peu à trouver ta voie, on va dire. Là, dans la couture, t'as l'impression que t'as trouvé quelque chose? Ou que ça reste genre un side job et que ça reste un hobby? Alors au début, c'était plus un peu, un peu un hobby, side job, mais là, je me dis, bah autant que ça soit, puisque j'adore ça, autant me lancer complètement dedans, quoi. Ok, et donc là, tu sens que t'as envie de te mettre à fond dedans? Ouais, même j'aimerais bien aussi prendre des cours pour me perfectionner un peu, ou même au niveau du... Ouais, pour créer j'aimerais bien créer petit à petit plus de vêtements aussi. Donc, ouais, je voudrais un peu me perfectionner là-dedans aussi, quoi. Ok, donc tu crois que dans la couture, t'as trouvé quelque chose qui te correspondait que tu trouvais pas autre part? Ouais, je pense. Et du coup, la dimension upcycling là-dedans, elle est venue comment? Genre, parce que tes bananes sont principalement avec des tissus que tu chines, tout est fait en tissu chiné. C'est quasiment que des tissus chinés. Parfois, il y a un modèle où j'ai pris un petit bout qui avait à monter le tissu parce qu'il me plaisait. Et comment du coup t'es tombée là-dedans? Toi, ça tu l'expliques pas trop dans ta démarche? Ouais, c'est vrai. Alors moi, je suis passée sur l'upcycling en fait tout simplement parce que j'ai rarement acheté des tissus neufs. Enfin, j'ai presque jamais acheté des tissus neufs. Et pareil, pendant le confinement, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc comme je bricolais beaucoup, j'amassais plein de choses. J'avais déjà beaucoup de vêtements. Et j'ai toujours un peu découpé mes vêtements et tout, donc j'ai continué sur cette lancée, quoi. Et je vais à Emmaüs depuis, je pense, depuis que j'ai 10 ans, ou peut-être même avant. Donc pour moi, c'était un peu une évidence. En plus, comme j'aime bien faire plein de modèles différents, je me voyais pas acheter 1 mètre à chaque fois pour en faire 2. Ouais. C'est vraiment, c'est ce qui me plaît aussi, c'est de chercher le petit bout de tissu où je vais pouvoir faire une banane un peu originale et tout, ouais, c'est ça. Et du coup, c'était la dimension environnementale ou plus créative qui t'a parlé quand t'as commencé? Au début, c'était plus le créatif. Même pour la seconde main, c'était plus... parce qu'en fait, ça me coûtait pas cher d'aller à Emmaüs et tout. Et quand j'avais 15 ans, j'y allais un peu moins parce que c'était pas trop fashion et tout. Et quand j'allais à Emmaüs et que je croisais des gens, j'étais là, non, je suis pas là. Ah ouais, je suis là. Ouais, oui. Ouais, c'était pas stylé du tout. Moi, c'était pas stylé, mais j'y suis toujours allée. Bah, moi, j'y suis toujours allée, mais... Je me suis jamais dit, c'est gênant. Bah, moi, j'aimais pas trop. C'est vrai que j'aimais pas trop. T'avais pas envie de le dire, quoi. C'était pas stylé comme maintenant, en mode... Ouais. tu prônes. Ouais. Et avant, c'était plus parce que je trouvais que c'était trop cher d'aller chez Zara et tout. Et que je préférais aller chez Emmaüs. Aussi, l'idée d'avoir la pièce unique, de se dire qu'en fait, tu chines un truc et que personne l'aura.
Ouais, Ça carrément. vient aussi assumer plus un style différent, original. Ouais, je pense que je sais pas si je me disais déjà ça, mais en tout cas, ouais, ça me plaisait déjà de fouiller et tout. Et puis à l'époque, Emmaüs, c'était vraiment. Il y avait plein de belles choses, quoi. Maintenant, beaucoup moins. Mais à l'époque, il y avait des marques de fou. Maintenant, C'était tu trouves vraiment moins? pas cher. Maintenant, bah, il y a beaucoup de marques de fast fashion. Ouais. Beaucoup de Ouais, Camailleux, c'est Shein, horrible, que ça. tu retrouves. Shein, on a ça de plus en plus dans nos C'est- friperies, c'est Du coup, horrible. c'est moins sympa. Et puis maintenant aussi, ils font un tri. Donc, tout ce qui est un peu vintage et tout, ils le mettent de côté, ils le vendent un peu plus cher. Ouais, c'est ça. Forcément, hein. Après, ça, on peut pas leur en vouloir, c'est normal aussi. Oui, oui, mais bon, Mais, tu vois le changement par rapport à avant où c'était pas aussi Ouais. trendy d'être en Bah ouais, seconde main. c'était tout pas ça. trop la hype et tout, donc on avait des pièces assez folles. Ok, Ouais. ok, bah trop bien, on va savoir plus pour toi. Et j'ai l'impression que c'était une hyper grande sportive, non? J'ai vu que tu faisais du tennis. J'étais là- Hyper grande, alors Genre, depuis j'ai que je suis à l'impression que Paris, t'étais une moins. tennis, Mais ouais, tennis, c'était vraiment. Depuis que je suis toute petite, le tennis, c'était mon Ok. sport. J'aime trop. Je me souviens que t'en avais pas parlé, je savais, mais attends, je rêve, ou j'ai l'impression qu'elle était hyper calée en tout. Ouais, des fois, alors pas forcément hyper calée, Ouais. mais je passais beaucoup de temps au tennis, ouais. À Paris, beaucoup moins parce que les clubs sont hors de prix par rapport à la Normandie. mais oui, ça me manque. Ça me manque beaucoup. Donc on reste en fait dans ce que tu te complètes, dans tout ce qui est manuel en fait, Ouais. où tu te dépenses, où en fait tu fais. Oui. Moi, j'ai besoin que ce soit manuel et concret. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec tout ce qui est plus carré comme Ouais. toi, où toi, tu vas vraiment te mettre derrière ton ordi et dire ouais, je dois faire ça et tout. Pour moi, c'est trop flou, quoi. Et moi, les études, elles m'ont pas du tout cadré comme ça, quoi. Ok, les études t'ont pas cadré comme ça. Ok, et donc du coup, Marion, toi, quand t'as lancé, enfin comment est-ce que t'es venue du coup avec cette idée de Marilou Studio? Parce que pour remettre dans le contexte, tu fais donc des patrons adaptés aux débutants, avec à chaque fois des vidéos qui expliquent, Ouais. etc. J'en possède 2 d'ailleurs. Oui, c'est vrai, j'étais en train d'y penser, j'étais en train de me dire, mais oui, t'as fait la veste trop belle avec la. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, je vous le conseille, c'est hyper accessible. Et comment t'es venue cette idée? Parce que juste, je trouve qu'en général, dans le monde de la couture, dès que je parle avec des gens un peu comme nous, où on est créa, mais on n'a pas fait d'études de base, ou même quand j'ai parlé avec Wendy, qui elle a fait des études, tout le monde dit le patronage, mon cauchemar, ma phobie, je déteste ça, c'est mathématiques, je comprends rien. Moi, j'adore les mathématiques. Ok, donc toi, comment est-ce que tu t'es dit parce que de base, donc ok, t'as des notions en mode, t'as fait un mois à S-Mode, comment on en vient à du coup créer une marque de patron pour débutants? Genre, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'idée quoi? C'était un peu sur un coup de tête. Je suis assez impulsive. C'est comme pour YouTube, j'avais pas réfléchi avant. Je pense que parfois c'est bien que je réfléchisse pas avant, sinon je les ferais pas. YouTube, j'avais pas réfléchi avant, du temps, je savais pas le temps que ça prenait. Une marque, non plus. J'étais sur YouTube, je commençais un peu à vivre des réseaux sociaux, enfin en tout cas à en faire régulièrement. Et je me suis dit que je voulais pas faire toute ma journée quelque chose qui était 100% tourné sur mon image, sur moi et autres. Je voulais vraiment avoir autre chose parce que je pense que psychologiquement c'était vraiment pas bon. Ouais, ça te faisait pas te sentir bien? C'est pas que ça fait pas sentir bien, mais si, en vrai si. Déjà, je pense qu'on n'est pas fait pour se voir autant en vidéo et autres. Et quand tu travailles que sur toi, je voulais pas travailler que sur mon brand Image. Ouais, que sur ma brand image à moi. J'avais envie de créer un autre truc et j'aime bien les... Pour moi, Marilou Studio, c'est un peu comme un... C'est un peu comme un jeu, enfin c'est un peu comme un challenge de... Vu que j'avais fait des études de commerce et autres, bah j'ai beaucoup de notions de commerce et de marketing digital. Du coup j'avais envie d'essayer, c'est comme YouTube quand j'ai commencé. J'étais en train d'étudier le SEO et je me suis dit on va voir si ça marche le SEO. Du coup j'ai fait plein de recherches autour de ça et c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Tous mes premiers tutos sont à un but SEO. L'objectif c'était genre je fais la jupe, ok, comment j'arrive premier des résultats sur YouTube de la jupe. Genre c'était que des trucs comme ça. Ça c'était vraiment en fait presque théorique quoi, en mode... Ouais, c'était de l'application, genre j'aime bien des trucs. essayer des trucs. Et du coup, j'étais là, on va voir si ça marche vraiment le SEO parce que je le faisais en cours. Mais bon, arriver premier des résultats Google sur une entreprise, c'est quelque chose, mais quand tu le fais pour toi, je me disais, si j'ai appris toutes ces notions pour des entreprises, pourquoi je peux pas le faire pour moi en fait? La notion de utiliser ce que t'as appris pour toi. Vraiment. Ok. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu la couture et je voyais que sur YouTube, en fait, personne n'a cet axe marketing. Ouais. C'est en général quand t'es sur les domaines de la couture, c'est des gens qui font des études de couture, du coup qui sont très là-dedans.
En fait, quand j'ai fait du marketing, je voulais mettre en avant des gens qui étaient créatifs, mais qui n'avaient pas l'axe marketing. Ouais. Parce que je trouve que souvent, il y a des gens qui Il y a sont beaucoup. hyper talentueux, mais qui Ouais. savent pas se vendre. Et du coup, je me disais, moi, en métier, ce que je voulais faire, c'était vendre des gens qui étaient talentueux. Genre leur expliquer comment ils allaient se vendre et pourquoi c'était trop bien ce qu'ils faisaient. Comment valoriser l'image. Comment tu travailles ton image quand t'es hyper créatif, mais que tu sais pas te vendre. Et c'est souvent le cas quand tu sors des études, enfin ce que j'entends, quand tu sors des études de stylisme, t'as beau avoir plein de talents, t'as pas la notion de communication et de marketing, et donc du coup tu ne vends pas ton talent, et donc même si tu fais des pièces magnifiques, personne les voit ou personne comprend la valeur derrière. Comprend le prix, Voilà, comprend le ce qu'il y a prix, derrière, ou sait pas se vendre. Donc de base, ça c'était ça quoi, marketing. Quand j'ai choisi mon cycle d'études, j'ai beaucoup hésité entre des études créatives et des études commerce. Parce que je faisais déjà énormément de dessins, j'étais déjà super créative avant ça et j'ai vraiment beaucoup hésité. Et en fait, je me suis dit que la partie commerce, je pouvais pas l'apprendre toute seule. Enfin, c'était vraiment chiant à apprendre toute seule. Alors que ma partie créative, je pouvais la développer toute seule plus tard. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait commerce, parce que je me suis dit, un artiste c'est cool, mais si tu sais pas te vendre, en fait, tu en vivras jamais. C'est dingue parce qu'il y en a plein qui ont l'autre version, c'est en mode moi je veux être artiste pour avoir le savoir-faire, les compétences pures, mais le côté communication, marketing est souvent mis de côté justement. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce qui va être le plus chiant à apprendre tout seul, et je pense que commerce et maths c'est plus chiant à apprendre tout seul que coudre. Après en général aussi quand tu te diriges plus du côté artistique, c'est que l'autre côté, il t'angoisse un peu et tu veux pas aller vers ça. Ah, mais moi, j'aimais pas du tout. Hein. Mais j'avais 7 en maths, j'étais vraiment horrible en maths et autres. Et après, j'avais quand même la pression parentale. Du fait que on a une autre différence principale aussi, c'est que je suis première de ma famille, on est 3, et elle est dernière. Et du coup, on a la différence, genre toi, t'es comme mon frère en gros. Ouais, moi je suis un peu la dernière, le dernier il fait un peu. Mon frère, il fait ce qu'il veut, mais bon, c'est plus détendu. Il y a moins d'attente, vous pensez du coup, après, ça dépend aussi beaucoup de tes parents. C'est pas qu'il y a moins d'attente, mais c'est que je pense que pour mon petit frère, mes parents sont moins inquiets parce qu'ils ont déjà vu 2 personnes passer, donc ils savent un peu comment ça se passe. Moi, quand j'avais 18 ans, je savais pas ce que ça faisait d'avoir 25 ans. Pour moi, quand t'avais 25 ans, t'avais une maison, un chien et 3 enfants, en gros. Et mon petit frère, aujourd'hui, quand il a eu 18 ans, j'avais 25 ans, donc il savait très bien ce que c'était, et mes parents aussi. Et donc, c'est vrai qu'il y a moins de peur autour de ça. Par exemple, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était maxi stress pour ma famille, ça l'est encore. Aujourd'hui, mon frère a aussi une branche entrepreneuriale. Et on s'inquiète beaucoup moins pour lui. Ça va. Hein. Si Marie, on l'a fait, c'est bon, on a vu. Ils savent qu'au pire, je pourrais l'aider. Enfin, il y a vraiment ce truc. Et donc, du coup, d'avoir la structure étudiante autour plus carrée, c'était important pour toi, quoi. C'est hyper important pour moi. Genre, j'aurais jamais pu faire. Moi, j'ai vraiment besoin de me rassurer et j'aurais jamais pu faire un truc en mode genre, j'aurais jamais fait une année de césure. Ah ouais? Ah non, jamais de ma vie. Ah mais moi j'ai été, enfin, tu vois, ma mère m'a hyper encouragée à faire ça. Ah non, mais moi il faut qu'il y ait un plan dans ma tête. En gros, il peut pas y avoir rien. Genre sinon je stresse. Ah ouais? Mais rien par rapport au financier ou à l'aspect développement personnel ou tout? Mais c'est pour ça que pendant le confinement, je me suis direct mise sur un nouveau truc. À quelque chose. Parce qu'il faut qu'il y ait un truc, quoi. Ah ouais. Et donc du coup, quand t'as commencé du coup YouTube, le fait d'être SO, etc. Donc l'idée de ce patronage, genre il est venu comment? Parce que j'ai dérivé. T'inquiète, on est là pour ça. Mais je suis encore hyper Ensuite, je me suis dit, en fait, après j'ai fait les vidéos sur YouTube, donc j'avais l'aspect univers personnel, storytelling, machin. Et en fait, je me suis dit, mais quand j'explique des trucs sur YouTube, il y a toujours une limite. Il y a des choses, certes, quand j'ai expliqué le pantalon, en termes de mesure, faut quand même faut être motivé, quoi. Et je me suis dit, il y a quand même des gens qui ont envie d'apprendre et qui sont un peu rebutés par l'aspect calculer comment faire et tout. Donc je me suis dit, il manque quand même. Et je regardais un peu les solutions. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà essayé pas mal de fois de trouver des patrons. Et c'était toujours hyper compliqué, je trouvais pas ce qui me plaisait, ou alors fallait vraiment être genre imagination plus. Ça va, j'ai de l'imagination, mais je sais que quand j'étais avec ma mère ou quoi, elle me disait mais ça jamais de la vie, mais je disais mais si, regarde en bleu, raccourci. Toi t'avais la vision, mais bon, tout le monde ne l'a pas. Ouais, et du coup je me suis dit, pour les gens qui ont pas la vision, y a rien de bien moderne. C'est vrai. Et les textes sont quand même super chiants et compliqués. Et je me suis dit, quand même, il manque quelque chose. Pourquoi il n'y a rien pour les débutants? Pourquoi on ne se sert pas des supports? Moi, j'avais vraiment, du coup, beaucoup appris comment... c'est ça, comment expliquer. J'adore expliquer des choses.
rendre le truc accessible. Pédagogue. Ouais, donc je m'étais dit, vu que j'avais fait beaucoup de tutos pour rendre la couture accessible, enfin j'y passais vraiment beaucoup de temps, comment faire pour le plus simple possible, je le faisais regarder par mon mec qui fait pas de couture en mode est-ce que tout est bon, et qu'à chaque fois quand il me disait non, du coup je reprenais. Et du coup j'avais tout ce savoir-faire un peu que j'avais acquis de faire des choses pour les débutants, vraiment tout reprendre à zéro. Et je me suis dit, j'ai qu'à essayer de faire des patrons, voir. Et du coup, j'avais une notion d'à quoi ressemblait du modélisme, parce que j'avais fait un mois, donc stylisme et modélisme. Donc, j'avais des bases de modélisme et j'ai commencé à lire des livres, à m'exercer. Après, c'est des calculs, moi je kiffe ça. Mon Dieu. Waouh, heureusement qu'il y a des gens comme toi. Vraiment. Donc j'étais là en mode ok, en fait j'aime bien trouver des solutions pour les trucs. Donc j'étais là en mode ouais, c'est ça. On va faire une jupe, ok, comment on va faire, comment on va l'adapter, du coup base, après, ouais, c'est ça. Les étapes et tout. Donc donc j'ai commencé à créer le premier patron de ce qui me plaisait, et je me suis dit on va voir. Donc au début je savais même pas me servir d'Illustrator. Donc j'ai fait ça sur un logiciel gratuit. Mon imprimeur, quand il a vu ça, déjà j'ai mis hyper longtemps à trouver un imprimeur, mais quand il a vu ça, il m'a dit j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait des trucs imprimables sur ce logiciel. Je sais même plus ce que c'est. Quoi le logiciel? C'est un truc mais genre c'est nul quoi. Enfin je sais pas comment dire, mais c'est comme si quand tu fais du montage sur iMovie quoi. Et encore iMovie c'est correct pour faire du montage. Fais mon montage sur iMovie. J'allais dire iMovie c'est encore correct pour faire du montage. Mais genre un truc gratuit, mais je sais même plus comment il s'appelle. Mais on va dire que c'est le page ou le Canva de l'Illustrator. Ouais, complet. Même c'est comme si tu faisais un patron sur Canva quoi. Ouais, c'est ça. Mais pire, je crois. Parce que encore Canva aujourd'hui, genre. Mais imagine un patron sur Canva. Non, j'imagine pas. Mais du coup, là, j'ai commencé comme ça, un peu en bricolant. Autodidacte quoi. Ouais. Tu t'es pas aidé d'externe ou quoi, qui était un peu livre. Mais et après, quand je faisais mes vidéos YouTube, quand il y avait un truc que j'arrivais pas à faire, j'allais voir des retoucheurs, genre dans ma rue. Et du coup, je leur amenais le patron, j'étais là en mode pourquoi ça marche pas. Ouais, et eux t'expliquaient, t'aidaient. Ils aidaient de m'expliquer. Il y a un mec qui essaie de m'expliquer. Mais je me rappelle, j'ai fait un tuto de pantalon. Et la ligne du pantalon, là, ça venait toujours comme ça. Et je comprenais pas. Et je le faisais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, j'ai amené tous mes patrons. Et j'étais là en mode pourquoi ça tourne. Bon, le mec savait pas non plus. Hein. Il a fallu que je refasse tout à zéro. Ok. C'était important pour toi de faire tout toute seule? En fait, c'est que j'avais pas d'argent, je savais pas si ça allait fonctionner. C'était genre vraiment un projet, enfin tout le monde me regardait en mode qu'est-ce qu'elle fout. C'est vrai que c'est innovant parce que plein de gens lancent leur marque, lancent des e-shops, des trucs, mais la marque de patron, à part les magazines couture, genre Fibre Mood, Burda et tout. Et maintenant, j'en vois un peu sur Insta des trucs, mais je vois que les résultats, franchement... ça dépend. Aujourd'hui, il y en a quand même qui ça commence à se développer. Ouais, mais souvent, tu sais, c'est un patron par-ci par-là, mais c'est pas non plus... Ou on te vend du rêve sur le patron et puis tu vois le résultat sur le site et je t'ai oula. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment un truc qui donne envie, je voulais que le résultat donne envie, et c'est pour ça que sur mes vidéos, il y a toujours l'intro, c'est toujours le résultat. Parce que moi, je cherchais toujours, quand je cherchais un patron, j'étais là, ok, mais ça donne quoi? C'est ça. Débutant, ok, mais ça ressemble à quoi? Et un truc moderne aussi, parce que souvent, je trouve dans les patrons de magazines, on a vite des trucs un peu de dames, où tu vois un peu 35 ans, alors que voilà, on est quand même jeune, on a envie de faire des vêtements adaptés à la mode, et je trouve que c'est ça qui manquait un peu, que t'as réussi à... Et je voulais qu'il y ait cette touche un peu androgyne, qui soit vraiment pas cute. Genre il y a un truc que j'aime pas dans la couture, c'est que tout est rose, mignon, crafty, machin, et je voulais vraiment un truc qui fasse mode, parce que moi c'est ce que j'aime. Qui fasse mode, qui fasse clean et qui fasse pas du tout DIY. Que quand tu le portes, ça fasse pas DIY, et c'est vraiment contre ça que je me bats à chaque fois quand j'ai des stagiaires ou autres qui font de la couture parce qu'elles ont envie. Genre moi à chaque fois je suis là en mode pas la pochette en craft. Genre tout, mais pas la pochette en craft. Parce que je veux vraiment que ce soit différent de ce qui se fait dans la couture. Et que ça ait l'air clean. Et que si t'aimes pas la couture, mais que t'aimes bien la mode, et que t'aimes bien les belles choses et tout, tu te dis ah, c'est joli, j'aime bien. Genre, quand j'ai dessiné les pochettes, l'idée c'était, même si tu t'en fous, tu peux acheter la pochette parce que c'est beau. Moi, j'aime bien les beaux objets, et j'étais là, genre, tu l'achètes juste parce que c'est beau. Le packaging, ça compte énormément. Bien sûr, et la communication autour. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tous tes patrons sont accompagnés d'une vidéo. Qui explique tout le process du patron. Ce qui, je trouve, est l'énorme lacune là, quand on a un patron Fibre Mood de nouveau Burda. Tu ouvres le bazar, tu le décalques, déjà tu sais plus comment tu t'appelles. Et puis tu vas lire les instructions, et genre c'est des termes qu'on comprend rien, et il n'y a pas d'image, et c'est des petits textes. Et je trouve parfois t'as une photo,
Mais encore faut-il comprendre dans quel sens elle a mis son tissu et tout. Mais je trouve que pour comprendre l'image, quand même, il n'y a rien de tel. Et que aujourd'hui, on développe beaucoup les vidéos et tout. Et je me dis, mais pourquoi la couture, on s'adapte pas à ces nouveaux trucs qui existent, ces tutos et autres. Non, ça paraît évident en fait. Ouais. Bah ouais. Enfin, oui. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé, j'ai rassemblé des filles qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, on est allé au but de Chaumont. C'est quoi le but de Chaumont ? C'est genre un parc. Ok. Et du coup, j'étais avec 5 filles qui commençaient la couture et je leur avais montré plein de patrons. Et j'étais là, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous comprenez pas ? Bah, c'était assez. Enfin, elles comprenaient rien en fait. Enfin, il n'y avait pas de. Dans le parc alors. Ouais, c'est ça. Genre, je déballais les trucs, j'étais là en mode, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est pas clair. Parc. Bon, c'est un grand le but de Chaumont, c'est posé. Tu te là dans le parc comme ça, avec le papier un peu. Mais genre, on était assis, c'est un grand parc, tu peux te jamais but de Chaumont. Tu peux te poser, on s'est posé, on a fait un goûter ou je sais pas quoi. Mais c'est génial que t'aies du coup confronté directement en fait ta cible. Ouais, et du coup, je leur ai dit, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous comprenez pas. Et c'est comme ça que j'ai fait les lignes qui se découpent directement, qui se croisent pas, il y a aucun truc qui se croise, il y a pas de terme de couture. Le seul terme, c'est le droit fil et il est expliqué avec une vidéo. Le QR code, etc. C'est ça, donc c'est vraiment l'idée que si tu connais rien, c'est quand même possible, tu peux le faire. Parce que moi, pour les niveaux de couture et tout, aujourd'hui, quand on me demande, quand je fais des démos ou quoi, et qu'on me dit c'est quoi celui qui est vraiment adapté, en vrai, ils sont tous adaptés. Aujourd'hui, c'est juste le temps que t'as envie d'y passer et la patience que t'as. J'ai des modèles très rapides et j'ai des modèles très longs. Pour moi, c'est pas vraiment que débutant, tu vois, parce que par exemple, genre, je dirais pas que je suis débutante en couture, mais je prends pas de patron parce que j'ai un peu la phobie des patrons. Ouais, pareil. Où je me dis, mais ça va être trop chiant à découper, à décalquer et tout. Ensuite, souvent, quand je prends un patron sans explication, il y a plein de mots que je connais pas trop parce que j'ai appris toute seule. Alors que quand je fais les tiens, bah, je sais que c'est assez carré. Si je bloque sur un truc, je regarde la vidéo et basta, tu vois. D'ailleurs, il y a plein de gens qui regardent pas la vidéo, ils me rendent ouf. Parce que du coup, ils te posent des questions ? Bah, soit ils me posent des questions, soit ils me disent, parce que moi, la vidéo, ça me prend des heures. Mais bien sûr. Et les filles qui me disent, oh, j'ai tout fini, mais là, je comprends pas la fin. Et je suis là, moi, t'as regardé la vidéo, elle me dit, ah non, j'avais la flemme. Surtout que en plus, tu peux mettre par étapes. Tu peux mettre par étapes, en plus, c'est chapitré et tout, non, tu peux passer. Bon, après, moi, je sais pas, je l'ai jamais fait mon patron sans le connaître, donc peut-être que si j'aurais pas regardé la vidéo, j'en sais rien. Si je pense que j'aurais regardé en. Si, moi la veste, j'avoue, avec les manches, les trucs et tout, j'ai regardé la vidéo. Et j'avoue que j'ai pas encore fait le pantalon. Parce que j'avais fait un pantalon au cours de couture, ça m'a traumatisé. Ah ouais. Genre, la poche passe poilée et le zip, non, de la braguette, mais je sais pas. Oui, la braguette. La fermeture est claire. Mais tu l'as fait d'ailleurs ? Non, j'ai commencé et après, j'ai. Il est où ? Faut que je le ramène. Après, j'ai fait une connerie sur la braguette. Du coup, j'ai dû tout découdre. C'est la vidéo, t'as galéré avec la vidéo ? En fait, c'est juste que je crois, mais il faut que je revérifie, je suis pas sûre de mon information. Quand t'as montré avec les papiers, t'as montré cette partie elle va à droite, cette partie elle va à gauche, et quand t'as filmé, je crois que t'as inversé. C'est ce qu'on me dit. Du coup, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Alors Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais je crois que je le fasse à l'inverse. Je sais pas si c'est pas tu sais, quand tu filmes, ça oui, inverse, et je sais pas si c'est pas plutôt ça, parce qu'en soi, c'est pas inversé, mais on me l'a déjà dit. Et du coup, à un moment, j'étais bloquée et je faisais tout à l'inverse. Et à un moment, je pense que j'ai pas inversé. Et du coup... Confrontation en live dans la vie de client. Et en plus, moi, je suis gauchère, du coup, oui. c'est la totale. Mais je pense que c'est inversé par film. Ouais, je pense. Faut voir. Mais on me l'a déjà dit. Ok, donc l'idée c'était vraiment de rendre la couture accessible à tous, et pour toi le patronage c'était vraiment le gap entre tes créations, ce que t'aimes faire et ce que les gens ont envie d'apprendre. Comment tu peux leur donner encore plus envie? Bah à chaque fois je réfléchis, qu'est-ce que j'aurais envie de porter et qui peut se faire de façon pas trop compliquée, qu'est-ce que je pourrais expliquer que je trouve pas trop dans des patrons. Par exemple, je ferais pas un patron de t-shirt, genre le t-shirt classique, parce qu'il y avait déjà plein de marques qui font des patrons de t-shirt. Il y a des choses dans la couture qui sont déjà vraiment pas mal faites que je ferais pas de modèle romantique. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des super marques de patrons qui font des modèles romantiques. Je pense que le romantisme ne manque pas dans la couture. Il faut maîtriser un peu déjà pour sur la couture. Les petites fronts, mais je sais que par exemple il y a une marque qui s'appelle Belen Paris qui fait des patrons. Et c'est très romantique, c'est très féminin, c'est hyper beau. C'est leur style quoi. Mais c'est leur style et c'est pas le mien en tout cas. Et toi ton style c'est du coup tu as dit androgyne. Ouais, j'aime bien quand ça peut être un peu masculin, féminin. Ouais, je suis très inspirée par la mode des pays du Nord. Ok. J'ai vécu en Suède du coup, mais les pays du Nord, tout ce qui est très coloré et qui est confortable. Moi j'aime vraiment les vêtements qui sont confortables, pratiques. Et coupe plutôt droite que hyper serrant. Bah en fait j'aime bien pouvoir alterner. Par exemple la veste, il y a la ceinture si tu veux que ce soit classe, et t'enlèves la ceinture si elle fait veste un peu chemise quoi. Ouais, c'est ça.
Donc il y a vraiment ce truc où je veux vraiment que ce soit confortable et pratique pour la vie de tous les jours. Et du coup, toi, Alice, tu utilises ces patrons-là aussi? Oui. Tu es consommatrice, tout en étant upcycleuse, et donc tu fais un peu... C'est mon égérie. Ouais. Je les teste tous. Et du coup, est-ce que vous vous rappelez toutes les deux de vos premiers upcycling? Parce que des fois, il y en a qui se rendent compte que quand ils étaient petits, ils faisaient déjà de l'upcycling sans s'en rendre compte. Enfin, Alice, tu me disais que tu bricolais tout le temps, que tu gardais plein de trucs. Je coupais déjà mes vêtements quand j'étais petite. Ah ouais? Ouais. Parce que souvent, en fait, ça m'énervait parce que je me souviens que j'avais une combinaison. Elle était 3/4, ça m'énervait. Je voulais que ce soit un short, hop, je l'ai coupé. Des t-shirts qui étaient trop longs. Mais sauf que j'avais pas la finition après. Non, mais parce que c'était l'effet découpé. Mais oui, ça me torturait déjà, j'avais déjà envie de les découper, quoi. Et donc tu te souviens, tu crois, de ton premier upcycling? Ou il y en a eu trop pour que tu t'en rappelles? Il y en a eu trop. En plus, c'est vrai, comme je bricolais déjà pas mal, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais des baskets, je les avais peints. Moi aussi, c'est ça. Oh waouh! Je les mettais pas, je me suis dit, je vais les peindre. Moi, j'ai fait ça avec des Converse. Horrible. C'était des Stan Smith ou un truc comme Toi, ça. t'as peint du cuir et toi, t'as peint du tissu? J'ai dessiné avec un stylo indélébile, genre sur tout le tour de la Converse. Mais, Ah, mais ça, c'était pas mal commun, hein, sur la petite semelle et tout. J'avais peint les petits scratchs et tout. Si vous avez des photos, je suis preneuse, hein, parce que je montre dans le... Elle est morte, je pense, à la poubelle. Si vous avez des photos de vos upcycling petites quand vous étiez enfant. Oh, faudrait que Moi, j'en ai pas fait enfant. Mais ouais, c'était déjà... Ouais, je me souviens, j'avais déjà le ciseau facile. Mais c'est ça, au final, aussi, l'upcycling, c'est que tu oses, quoi, et tu y vas. Il y a toujours qui sont en mode, j'ose pas couper dans mon vêtement, etc. Mais au final... Après, moi, comme je les achetais beaucoup à Emmaüs et tout, je me disais, bon, au pire, ça m'a coûté 3 €. C'est vrai que ça enlève un peu le stress de se dire que... Oui, c'est sûr. Et du coup, Marion, je vais te parler de quelque chose dont tu partages souvent sur les réseaux, qui est parfois le stress, l'angoisse ou l'anxiété. Enfin, il y a plusieurs mots qui peuvent être mis à ça. Qu'est en fait de se lancer, d'être entrepreneur, seul, dans un projet. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel là t'es encore aujourd'hui? Enfin, c'est des choses des pensées qui te traversent toute l'année? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça me traverse un jour sur deux. Hein. Ah ouais? Ah oui. On en parle souvent. Hein. C'est vrai? Ça me traverse un jour sur deux. Alors déjà, quand j'ai commencé, donc quand j'ai choisi de pas avoir un travail normal, entre guillemets, quand je me suis dit que je n'allais pas chercher un travail normal, j'ai voulu faire un tour de France des savoir-faire. J'ai vu. Et du coup pour ça, et ça c'est un peu le biais des réseaux où parfois t'as l'impression que les gens font tout seuls et en fait ils sont vachement encadrés autour d'une équipe et tu t'en rends pas compte. T'as l'impression, par exemple parfois tu vois des filles, t'as l'impression qu'elles ont tout fait toutes seules, pas du tout. Il y a un caméraman, il y a un monteur, il y a un machin, et c'est vrai que ça tu le vois pas. Et du coup moi je m'étais dit je vais faire un tour de France toute seule, des savoir-faire, où je vais montrer les savoir-faire. Parce que t'avais vu un peu sur YouTube ou quoi, des gens qui t'inspirent. Je mets juste le micro un peu plus près de toi parce qu'il y a une sorte de scieuse qui... Et donc je le mets plus près de vous comme ça on est sûr. Et donc, donc tu t'es dit, je vais faire un tour de France de savoir-faire seule. En fait, j'avais voulu travailler dans la mode et quand j'étais dans la mode, je me rendais compte qu'en fait, les gens ne savaient pas comment étaient faits les vêtements. Donc c'était avant Marilou Avant Marilou Studio, même quand je voulais travailler dans la mode, en fait, quand je suis arrivée au printemps, quand t'étais chef de produit, donc pour moi, t'étais quand même, tu crées des vêtements... Et en fait, c'est beaucoup de gens qui sortent d'école de commerce, mais qui n'ont jamais vu comment on fait un vêtement. Tu contactes des usines où tu te comprends pas trop et tu sais pas en fait comment c'est fait. Et ça m'a vachement surpris. En fait, je me suis dit, en fait, les gens savent pas comment c'est tissé, même en travaillant dans la mode, savent pas comment on fait des chaussettes sans couture, comment on fait ci, comment on fait ça, alors que y a quand même des vrais savoir-faire. Et quand même, quand tu travailles dans la mode, tu sais par exemple que l'industrie des maillots de bain, ça va être plutôt en Turquie, ils sont plus spécialisés. Tout ce qui est chaussures, cuir, ça va être Italie et Portugal. Il y a vraiment, tu sais les endroits, mais tu sais pas pourquoi. Et tu sais pas comment c'est fait. Je me suis dit, moi j'ai vraiment envie de montrer comment c'est fait et qu'en France, il y a plein de savoir-faire. Qu'on connaît pas, et du coup j'ai voulu me lancer là-dedans. Revaloriser en fait ce savoir-faire méconnu. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai fait un petit crowdfunding, je me suis acheté une petite voiture, et j'ai commencé à prévoir tout le tour de France. Et en fait, quand je suis partie, le premier endroit où j'ai dormi, c'était chez mon petit frère, donc c'était à Tarbes, donc vraiment à 2 heures de chez moi, on est à peine partis. Et en fait, je me suis réveillée au milieu de la nuit, et je me sentais pas du tout en sécurité, et j'ai fait une énorme crise d'angoisse. J'en avais jamais fait de ma vie. Non, mais attends.
Ça peut durer longtemps, traumatisme psychologique, ouais. Mais attends, donc c'était près de Toulouse? Je suis partie de Toulouse, de chez ma maman, et je suis allée à Tarbes. Tarbes? Tarbes. Ok. Puis genre à 2 heures, tu traces comme ça. Mais ton frère habite là-bas? Mon frère n'habite plus là-bas, mais habitait là-bas pour ses études, il avait un appartement. Ça peut durer 30 ans. C'est le sèche-main. Moi aussi je suis en phase de toilette et donc quand on enregistrait j'étais en mode... Un petit plaisir. Mais au début, je m'étais dit, quand j'ai vu le plan et que j'ai vu que j'étais à côté des toilettes, j'étais là, trop bien, j'étais entre toilettes et escalier, je me suis dit trop bien, il y aura pas de bruit, j'aurai pas les autres bureaux qui crient et tout. Le petit sèche-main. Mais un jour on va aller saboter on va le casser, Oupsie, on va mettre du papier ou des essuies. Je sais pas comment. Des serviettes. Non, mais... Ok, et donc du coup tu te réveilles en pleine nuit. Je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Ça m'était jamais arrivé de ma vie et ça n'est jamais arrivé à personne dans ma famille, je crois. Donc au début, comme quelqu'un qui sait pas trop ce qui se passe, je dormais, j'ai pas réussi à me rendormir, donc je transpirais, je me sentais pas du tout en sécurité, je cherchais l'hôpital. Souffle coupé, tout ça? Ouais, c'est ça. Genre tu t'es réveillée comme ça en nage? Comme ça, ouais. Et en fait, il y avait un mec qui était en train de se faire agresser dans la rue, donc dans laquelle on était. Ok. Et nous, on était au 2e étage. Et moi, j'avais grandi en maison, donc les appartements, je connais pas trop, c'est pas trop mon truc, et avoir des gens si près quand tu dors, ça m'était jamais arrivé. Et du coup, j'ai commencé à faire une énorme crise d'angoisse. Je voulais plus sortir de l'appartement, mais du coup, je me sentais coincée dans le truc. Mais parce que ça t'a réveillé? L'agression? Ouais. C'est ça, ok. Oui, c'est ça. Il y avait des gens qui criaient, en gros, un mec qui criait. Ouais. Bon, Tarbes, c'est un peu craignos comme ville. Désolée pour les gens qui habitent à Tarbes. Et du coup, sauf que c'est pas du tout passé. Et je devais aller à Biarritz, du coup, c'était mon point d'après. Et en fait, je m'en embêtais pas. Et mon petit frère, il allait en cours, et moi, j'étais hyper stressée. J'allais à la pharmacie chercher des trucs pour me déstresser. Ça passait pas, t'étais pas bien. En fait. Ça passait pas du tout, j'avais tout le temps hyper peur. T'étais stressée. Ouais, c'est ça. Et mes parents, ils étaient là, je sais pas, prendre des herbes, machin. Donc moi, j'allais chercher des herbes, des huiles essentielles. Et au bout d'un moment, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, je crois que je vais faire demi-tour parce que là, ça va pas du tout, genre ça s'empire. Et t'es restée là combien de jours du coup? 4 jours. Comme ça, full stress, donc je dormais pas la nuit, je me rendormais le matin à 11h quand il faisait plus de nuit, enfin vraiment... T'étais hyper stressée quoi. Hyper stressée. Hyper mal. Et je savais pas du tout pourquoi, je comprenais pas. Et donc j'ai dit à ma maman, je crois que je vais rentrer, et ma mère a rigolé au téléphone, elle m'a dit Marion, tu vas pas rentrer et tout, et je lui ai dit vraiment, ça ne va pas du tout. Et bon, quand je suis arrivée, là je pouvais pas avancer quoi. Et je faisais que pleurer, impossible. Et du coup, quand j'ai fait demi-tour et qu'elle a vu dans quel état j'étais, elle a fait OK. Non, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu mignon. Et c'est ça. Et en fait, je pense que le projet était trop ambitieux. En fait, moi, souvent, j'ai des projets hyper ambitieux et j'oublie qu'il y a des trucs qui vont être beaucoup à gérer. Et que t'étais toute seule. Et que j'étais toute seule. Et du coup, je me suis dit, je vais remettre ce projet à plus tard. Et donc j'ai continué dans la couture et autres. Mais t'es déjà courageuse d'arrêter, de te dire bon je m'écoute et en j'arrête. vrai il y avait pas le choix. Hein. Il y avait pas le choix, incapable de continuer. Okay. Mais j'étais vraiment super frustrée parce que j'étais là, c'est mon premier projet. T'es un peu déçue de toi. Ouais c'est ça, je trouvais ça dommage. Après j'ai réussi à le continuer en allant dans des petits points. De manière plutôt épisodique en mode... parce qu'en fait c'est impossible de monter des vidéos et tourner tout en étant ailleurs et tout genre. C'est colossal, c'est colossal. Mais faut filmer, prévoir, puis il y a des imprévus, enfin... Impossible, puis tout seul, psychologiquement c'est pas possible, enfin... Et du coup, j'ai continué à le faire, mais en petits points, un par un. Donc, le premier que j'ai fait, j'étais hyper stressée. Puis après, je me suis calmée. Mais c'est aussi que c'est particulier d'arriver dans des endroits où ils connaissent pas du tout les réseaux sociaux, YouTube et tout. C'est vraiment des artisans. Et tu sais, ils te regardent tous en mode c'est quoi cette grande folle quoi, qui arrive avec sa caméra, qu'est-ce qu'elle nous veut. Genre, faut du courage pour aller dans et du coup, c'était toujours un peu stressant. Et après, je me suis habituée et ça allait. Et après, pareil pour Marie Lou Studio, j'ai lancé Marie Lou Studio et je sais pas, 6 mois après, j'ai refait d'énormes crises d'angoisse. Okay. Parce qu'après celle-là, t'en as plus? Après, si, j'en ai eu, mais j'ai commencé à prendre des cachets, enfin, je me suis calmée. Ça a passé avec le temps. Et après, quand j'ai lancé Marie Lou Studio, ça allait. Et au bout d'un moment, il y a eu un ensemble d'imprévus qui ont fait que j'ai recommencé à faire d'énormes crises d'angoisse. Et maintenant, avec le temps, j'ai compris que je pense que c'est parce que j'étais tout seule là-dedans. Que tu te surcharges? Ouais, je me surcharge beaucoup. C'est stressant et j'avais pas de modèle. Donc je connais personne qui est dans l'entrepreneuriat, qui a réussi et qui a fait quelque chose qui est proche de ce que je fais. Vu que c'est un peu nouveau, tous les trucs que je fais autour de la couture, il y a personne. Tu dois beaucoup t'inventer et du coup donc, créer tes par exemple, je peux pas bases. regarder d'autres marques. Enfin, il y a certaines marques que j'admire, mais je peux pas regarder d'autres marques et me dire ils ont fait comme ça, du coup je pense que je peux m'implanter comme ça, je peux faire comme ça. Parce que vu que je veux que ce soit un petit peu différent autour de la couture, je voudrais m'implanter dans des choses qui sont différentes. C'est ça qui fait ta force. C'est ce qui fait la force, mais c'est la difficulté aussi.
Donc aujourd'hui, ça se développe. Il y a quand même pas mal de marques de patrons qui se lancent, qui sont un peu... Mais bon, après, je regarde pas trop non plus pour pas... Mais en fait, je regarde pas trop pour pas copier sans m'en rendre compte. Parce que tu sais, quand tu regardes beaucoup de choses, mine de rien, quand tu t'inspires, quand t'es créatif, tu t'inspires, tu t'en rends pas compte, mais tu prends autour de toi. Et j'ai pas envie de recracher ce que font déjà d'autres marques, donc je regarde pas. Ok. Alors parfois, il faut faire un peu de benchmark, mais moi, c'est vrai que je regarde pas plus que non, ça. je suis d'accord. C'est un peu aussi des fois même angoissant de voir ce que d'autres font parce que tu dis je fais pas assez, je fais pas comme ci, je fais pas comme ça, alors qu'en fait... Ah bah Alice, elle peut t'en parler. Et c'est interdit de se plaindre. Souvent, je sais pas, je me dis, mais oula, mais moi, qu'est-ce que je fais là? Je fais pas assez. Je regarde des gens qui postent tous les jours. Ça m'oppresse. Je me dis, mais c'est pas possible, là, faut que je m'y mette et tout. Et ça m'oppresse, je vois les gens grandir alors que moi, je suis bloquée. Et au final, t'as bien dégrandi. Ouais, et puis de toute façon, même si t'es bloqué un moment, tu vas te C'est débloquer, les gens vont se bloquer, chacun à son rythme, quoi. Et c'est marrant que toi, tu te vois bloqué, tu vois, alors que je suis sûre que, Marion et moi qui te voyons, on va dire de l'extérieur, on s'est pas du tout bloqué, tu vois, par rapport à comment t'as évolué, enfin là, non, à Paris. Comment tu peux... Tu sais, avec les réseaux sociaux, avec les chiffres et tout, quand t'évolues pas, t'as l'impression que toute ta valeur, elle réside dans ton évolution. Ça, Toi, tu continues de développer des trucs, tu vois que ça stagne, tu te dis, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, aussi, à côté, par exemple, quand tu lances un business... réseaux sociaux, ok c'est important mais ça va servir à ton business mais c'est plus genre l'objectif de ta journée, tu vois, genre tu dois gérer plein d'autres choses, les chiffres, le service après-vente, les ventes, donc au final je trouve que des fois quand tu te développes tu vois aussi que ton projet il est important et les réseaux sociaux et la réussite sur les réseaux sociaux n'est pas ta réussite professionnelle en fait. Non, vraiment. C'est deux choses différentes. T'as des marques qui marchent très bien et qui sont pas... qui sont sur les réseaux sociaux mais qui sont pas non plus dans le top, tu vois. Voilà, ou alors comme tu disais, des filles qui réussissent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ont une marque mais qui en fait, où elles ont une team derrière de 10 personnes, tu vois. Et donc tu te dis, waouh, cette fille elle fait ça, elle a autant, elle arrive. Et en fait, oui, il y a une team, il y a des couturières, stagiaires, alternance, tu vois. Donc... Oui, mais souvent c'est vrai qu'il y a ce truc autour de l'entrepreneuriat et tout, où on se dit, elle fait tout toute seule, machin. Souvent les gens font pas tout seul, hein. Faut pas... Même YouTube, il y en a très peu qui montent eux-mêmes. Donc parfois, moi je sais que pour YouTube, pour moi j'adore YouTube et c'est t'aimes bien monter toi quoi du coup. C'est pas que j'aime bien monter moi, mais aujourd'hui c'est impossible et j'aimerais bien continuer de faire des choses sur YouTube parce que c'est vraiment ce qui me plaît créativement parlant, c'est autre chose que la couture et tout, et du coup j'aime bien ces deux aspects, mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'arrive pas à faire YouTube en full time comme je voudrais parce que ça prend un temps de malade. Et parce que t'as ton projet à côté maintenant. Et du coup comment t'as géré ces apparitions de plutôt crise d'angoisse, etc. avec le lancement du projet. Donc j'imagine que ne pas faire ce tour de France, on va dire, des savoir-faire, ça t'a apaisé. Ça m'a calmé. Donc t'as clairement identifié que ce truc-là c'était trop. Tu reviens, tu fais un peu épisodiquement, plus accepter en fait qu'on peut faire plus avec petit. le temps, je me suis rendu compte que je me pousse beaucoup à bout et j'essaye de pas trop me pousser à bout, de doser la façon dont je me pousse à bout. Parce que parfois j'ai l'impression, dans l'entrepreneuriat, t'as pas de repère, il y a personne à la fin de la journée qui te dit franchement là t'as bien travaillé, c'est bon. Il y a que toi, c'est toi ton repère. Et du coup, moi, c'est jamais assez. Genre, il faudrait que je poste, franchement, pour que je sois contente de moi, si j'y réfléchis, il faudrait que je poste 2 vidéos YouTube par semaine, 4 posts sur Insta, un upcycling, un machin. Donc je suis jamais contente. Donc à chaque fois, c'est jamais assez. Et j'essaye de doser ça. Parce que du coup, sinon tu te pousses à bout et après t'es en mode... c'est ça, t'es en mode crevé, stressé, trop mal par rapport à toi-même. Et parlant, t'es dead, quoi. C'est ça. Et après, vu que ça me passionne, parfois j'ai envie de continuer. Genre le soir, j'ouvre mon ordi, je suis en train de faire des trucs et tout. Je suis là, non, là je suis trop dedans, je le sens, c'est bien et tout. Sauf que parfois je fais ça pendant une semaine, genre du 8h minuit non-stop et tout, parce que j'ai une capacité de travail hyper longue. Sauf que après, pendant une semaine, je peux plus rien faire. Enfin, genre il y a plus de créativité, il y a plus rien, j'ai plus envie d'entendre parler. Mais après, ça aussi qui est particulier dans l'ASK. On fait toutes, c'est que c'est une passion, mais du coup quand elle devient professionnelle, ça devient un boulot. Et du coup, comment tu délimites le pro du perso, le pro du passion? Ou par exemple, tu vois, quand tu fais par exemple une vidéo YouTube ou un upcycling pour Insta qui n'est pas du coup à vendre, qui est juste inspirationnel, je trouve que, en tout cas, perso, moi c'est ce que j'aime le plus, parce que c'est chouette, parce que en fait c'est dénué d'objectifs. Mais en même temps, dans la réalité économique et d'un côté, de la semaine,
tu te dis, bon, ok, économiquement, je vais Bah pas oui. me mettre là, je vais prendre 2 jours pour faire un upcycling, Oui, pour le ça. partager sur Insta, alors que en fait, derrière, j'ai une to-do C'est ça. beaucoup plus réaliste. Ouais. Bah surtout que les réseaux sociaux, ça peut quand même rapporter de l'argent, ça rapporte Ouais. des clients, ça te fait connaître. Mm. Mais c'est vrai que par rapport à un truc où tu vas le vendre maintenant et tu vas te rendre compte de la valeur, là, l'upcycling, quand tu le fais, il y a zéro. Hein. Il y a zéro Ouais. qui rentre directement, alors que ça peut sur le long terme. Il faut vraiment avoir C'est ça, la mais vision faut- et savoir faut le que voir, si ouais. ça vaut le coup quand même. Ouais. Puis ouais, après c'est ça aussi qui fédère vos 2 communautés et on peut dire en fait, j'ai appris ça il y a pas longtemps et je trouve ça hyper chouette parce que du coup ça vous convient. Qu'en fait vous avez des, enfin je veux dire business, enfin projet, je veux dire projet parce que business ça Ouais. fait toujours un peu... Bon, business, non mais business c'est trop bien mais tu vois genre je veux dire un business ça peut être aussi un projet inspirationnel, enfin Ouais. c'est pas que business toujours est un peu orienté argent alors que Oui. c'est pas toujours que ça. Non, c'est pas ça. Community based au final. Oui. Tu vois, tout oui. émane des gens que vous avez fédérés, Ouais. qui vous suivent, avec qui vous entretenez, on va dire, Oui. des discussions. Et c'est ça qui est fort, mais qui du coup aussi peut parfois être un peu tricky, qu'il faut entretenir. C'est difficile Bah, à oui. entretenir. Moi, je sais que par exemple, parfois, mon chiffre d'affaires dépend énormément de ma régularité sur les réseaux sociaux. vrai. Est-ce que je partage des choses ou pas? Et quand je travaille énormément sur l'ordinateur sur des projets futurs, c'est-à-dire pas que je du ne tout montrer. partage rien, Ce n'est pas visible. et bien je ne vends pas à ce moment-là. Et Ouais. c'est hyper difficile parce que du coup, parfois, je fais des journées avec mon alternante, genre 8h-20h, où on a bossé à fond sur un truc futur, et pourtant, en fait, on n'a rien partagé, du coup, on vend pas. Et c'est vraiment une difficulté d'arriver Ouais. à organiser le marketing d'une façon où ce soit toujours régulier et en même temps bosser sur du fond. Enfin, c'est vraiment difficile. Mais en Ouais, même c'est temps, compliqué. c'est un peu le back-office où tu prévois des nouveaux modèles, des nouveaux patrons qui c'est ça. après vont te... Ouais. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez particulier, ces nouveaux business community-based, parce qu'en fait, Mm. sans ta communauté qui est un peu liée aussi à ton perso au final, parce Bah que oui. y a rien à faire, enfin, quand tu partages des trucs un peu perso, les angoisses, je trouve, les anxiétés Ouais. ou des doutes, Les gens, ils aiment bien, enfin. Ça les les gens sont intéresse, hyper quoi. réactifs. Mais Bah, du coup, en fait, après ça, c'est un peu à double tranchant dans le sens où tu peux partager un peu, tu vois, mais tu peux pas non Faire plus. attention. Genre, par exemple, moi je dirais jamais, là en ce moment ça marche pas du tout, aidez-moi. c'est ça. Jamais, jamais, Ouais. jamais. Non, mais non. Parce que personne n'a envie d'acheter une marque qui marche pas. Ouais. Il y a aussi Ouais. ce truc-là qui est un En fait, peu. c'est une honnêteté. En fait, il y a Faut- l'honnêteté et il y a un peu aussi le fake it until you make it parce que Ouais. sur les réseaux sociaux, certes, il y a tes clients qui regardent, mais il y a aussi des potentiels acheteurs, il y a des gens qui regardent ta marque d'une autre façon. Faut quand même trancher Donc sur voilà, ce que faut tu quand même dévoiles. faire Ouais. gaffe sur ce Ouais. que tu dis. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on est toutes les trois un peu partisans, où on partage un petit peu de perso, Oui. des Sans doutes ou des trop, les chouettes ouais. moments, Mm. tout en gardant vachement d'intimité, Ouais. genre par rapport aux relations, Oui, à la oui. famille, etc. C'est un peu montré, mais c'est quand même vachement gardé. Je trouve que c'est quand même Oui. important. Enfin, Moi, je choisis. Toi, j'ai jamais vu toi, Je on montre voit pas rien, trop, toi. je montre pas Pas trop trop ma le famille, mes perso, amis et tu tout, vois. j'aime pas trop. Autant j'aime bien le voir sur les autres personnes que je suis, ça me dérange pas, mais moi j'ai du mal à le faire. Déjà ma famille, j'ai pas envie, parce qu'ils ont rien demandé. ouais, c'est Et puis, enfin tu vois, tu les affiches alors que c'est pas... Ouais, c'est S'ils sont d'accord, pourquoi pas, mais... Mais après, C'est il y a pas des trop gens la qui vibe. montrent tout, enfin, Ouais. sur YouTube, etc. Des gens Ouais, qui c'est montrent vrai. vraiment des Mais intimités, quand des je regarde, vlogs des et fois tout. je me fais la réflexion sur certaines personnes que je regarde où je me dis là c'est vraiment too much. Je détesterais que... Enfin, de partager... Enfin, je Ouais. détesterais Mais partager c'est ça sans ma hyper famille, intime, quoi. C'est toi qui choisis au final Ouais. ce que tu veux. Ouais, c'est sûr. Ouais, famille, oui, ça mais- va. Enfin, ça dépend, pas ma mère. Mon Oui, père, non. ouais, parce que c'est une star née. Ouais. Il adore. Mon frère, il a son business aussi. Et en vrai, ça le booste quand Ouais. je le partage. Et il adore. Enfin, tous les deux, on fait Ouais. grave des trucs sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de souci. Ma soeur, ça dépend des fois. Parfois, elle aime bien, ça la fait rire. Et parfois, elle n'a pas envie. Tu doses, quoi. Faut Ouais. vraiment, Par contre, mon amoureux, jamais. C'est vrai, parce que quand t'as dit ton copain et tout, j'étais ah, t'as un copain. La réaction de tout le monde, c'est trop drôle. Jamais. Parce qu'il aime pas ou oui. Non, c'est moi qui veux pas. Déjà, j'ai pas envie d'être définie par ma relation amoureuse. C'est vrai. Ensuite, je n'ai pas envie de devoir raconter que nous ne sommes plus ensemble. Ok. Je pense que c'est déjà assez difficile à dire tout seul. Ok. J'ai pas envie de partager. Genre, c'est pas eu un côté où j'ai envie de partager quelque chose, donner des conseils parce que je me sens pas bien placée. C'est très personnel. Et c'est une relation qui date de bien avant les réseaux sociaux. Et elle est à moi. Genre, T'as bien raison. elle est qu'à moi. Vivons heureux, vivons cachés. Voilà. Mon copain de thèse, quand je le montre, il est là, non, tu me montres pas. Je fais, oh, allez, je t'en un petit peu. Mais genre, je garde quand même hyper aussi secret parce que, Ouais. au final, Mm. c'est pas ça notre nos lignes directrices non plus, Oui, tu vois. ouais, les gens, je ils sais sont pas, un c'est peu, pas- voilà. C'est pas la valeur partager ajoutée ça, de j'ai ton pas envie qu'on me compte, pose des de questions montrer ta là-dessus. relation. quoi. Ouais. J'ai pas envie qu'on me demande des conseils de relation parce que j'en ai pas. Enfin, j'en ai Nous, on est pas. encore en train de. Bah, c'est ça. C'est quoi le best C'est ça. Et même, j'en aurais jamais, quoi. Enfin, c'est des choses qui sont hyper personnelles.
Et voilà, pas envie de partager cette partie-là. Je comprends total. Je suis très partisane de ça aussi. Et d'ailleurs, j'ai fait un appartement tour. Je vis avec mon copain. J'ai fait un appartement tour et en fait, j'ai viré tous ces trucs de l'appartement, genre toutes les photos ensemble et tout, quand j'ai fait l'appartement tour. Parce que je veux pas le partager. Et parfois, il y avait des commentaires en mode mais ton copain, il est où dans l'histoire et moi, je suis là en mode ouais, en mode il a pas de place dans l'appartement. Il y avait des commentaires comme ça, j'étais là en mode si, mais c'est juste à dégager. Mais ouais, non, mais t'as raison. Et puis c'est toi qui en fais ce que tu veux, tu vois. Et je pense que si c'est comme ça que ça marche et que t'es bien, Oui, non, moi ça va très bien. faut écouter. Ok. Et ben du coup, pour un peu clôturer le podcast, je voulais vous demander un peu... parce que du coup, le titre, c'est refait. Parce que ce sont des gens qui refont des choses avec des anciennes, mais aussi qui refont un peu le monde au final. Et là, quand on discute, c'est un peu ça l'impression que j'ai. Mais genre là, actuellement, dans votre vie vraiment quotidienne, c'est quoi la chose qui vous refait, qui vous motive le matin, qui vous dit voilà, vraiment je suis contente de ce que je fais, enfin quelque chose qui te donne le smile? Alors moi, c'est vraiment c'est ça. Moi. Mais non, mais c'est terrible. Mais là, depuis que j'ai emménagé à Paris, je me sens vraiment refaite. Ah, en fait. c'est génial. Parce que tout s'est un peu illuminé, tout s'est regroupé et tout. J'ai retrouvé Marion, on se voit presque tous les jours. C'est hyper motivant. C'est vrai. Je suis hyper motivée pour mes bananes et tout. Et même, je suis contente de ma vie en ce moment et tout. C'est génial. Donc, vraiment, ouais. C'est trop bien d'entendre ça. Hyper contente. Ouais. Hyper contente pour toi, ça donne envie, t'es là. Paris a de bons côtés. Oui. Ouais. Non, c'est vrai, Paris a des bons côtés. Il faut juste avoir les voir. Et il faut rester assez touriste. Après, je pense qu'on a aussi la chance de pouvoir avoir le rythme qu'on veut, entre guillemets. Pas prendre le métro en même temps que tout le monde. C'est vrai que le rythme parisien en travail, moi, je pense pas que j'aimerais. Ouais. Par contre, le rythme freelance est très cool. Il est cool. Et d'ailleurs, sur la conception genre, du travail et de la semaine et tout, moi, avec le temps, je réfléchis de plus en plus à genre travailler le week-end. Et parce qu'en fait, Paris, le week-end, il y a un monde de dingue. Et aller faire des expos et tout, genre le mardi, mercredi, parce que c'est un luxe de ouf. On peut faire des expos où il n'y a personne. En plus, maintenant, on est ensemble, donc c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un avec toi qui a quand même des intérêts proches ou tu as une organisation proche. Parce que c'est vrai que moi, tout mon entourage avant n'est que... fonctionnaire. Corporate girly, comme elle dit sur TikTok. Ouais. 9 to 5. Ouais, 9 to 5. Et même mon compagnon et tout le monde est comme ça. Et du coup, c'est vrai que d'être avec des personnes qui ont ce rythme. C'est rassurant aussi de se dire que du coup on peut kiffer ensemble et juste t'es pas toute seule décalée des autres. C'est ça. solitaire, ouais. Moi, ça me fait vachement plus apprécier parce que t'es quand même vachement seule dans ton business quand tu fais des trucs. Même quand t'as des alternants et tout, c'est pas du tout le même niveau. C'est pas pareil. C'est pas tes amis, quoi. C'est vrai. Et du coup, toi, en quoi t'es refaite? Et moi, quand je suis refaite, en vrai, je suis refaite quand je me retourne et que je regarde ce que j'ai fait. Grâce à notamment toi, Alice et Teresa, qui m'ont fait prendre conscience quand même, parce que moi, je regarde pas du tout. Mais genre d'avoir une entreprise où je suis capable quand même de me payer, de me lever en étant payée par moi-même dans un truc que j'aime, d'avoir des bureaux, d'avoir construit un truc. C'est trop cool, quoi. Ben ouais, t'as bien raison d'être refaite de ça. Mais ça, c'est vraiment cool. C'est trop bien. Par exemple, je sais que parfois mon copain le dimanche soir, il me dit j'ai pas envie que le week-end se finisse. Et moi, hier soir, j'étais là en mode putain, j'ai hâte et demain, j'ai plein de trucs à faire, à organiser. Ça me dérange jamais. Et je me dis, je suis contente de pas attendre désespérément mes 5 semaines de vacances. Genre, parfois, le mardi est cool, quoi. Mais oui. Genre, le lundi est cool. De reprendre la semaine, hein. Moi, j'aime bien. C'est un peu ça, la vie. Moi, quand je parle avec copines qui ont des contrats, qui sont en agence, etc. Ils sont là, j'ai des jours de vacances hyper définis. Demain, c'est lundi. Nanana. Et à chaque fois, je me dis, mais les gars, changez ou faites quelque chose qui, si jamais vous n'êtes pas contente, ne restez pas dans quelque chose qui vous convient pas. Genre, on est jeune, la vie, elle est trop courte pour faire un truc où t'es pas heureux, etc. Parce que le nombre de galères qu'elle m'explique... Les burn-out, j'ai de plus en plus de burn-out jeunes autour de moi et tout, ça me choque. Je suis là, les gars, la vie elle est trop courte pour être malheureux d'être lundi, décompter les jours et d'être trop en fait pas satisfait, pas refait.
Genre d'attendre le week-end ou d'attendre ton temps libre. Et d'être un peu, toujours dire, j'ai l'impression de travailler pour, enfin, pas être motivé parce que tu travailles pas pour toi. Et je dis pas que la solution c'est que de travailler pour soi parce que je pense que rejoindre des projets. Non plus, Exactement, et que mine de rien, je trouve que ça amène beaucoup d'angoisse et qu'il faut quand même être un peu. Faut aussi être solide et se dire que c'est pas que rose et pas trop chouette de juste le lundi, si tu veux te lever à 10h, tu te lèves à 10h, bah ouais, mais bon. Moi déjà, je suis pas du tout ça. Non, mais tu vois, des copines qui disent, ouais, tu peux te lever tard. Des fois, je dis, oui, enfin, je donnais atelier jusqu'à 22h hier soir, moi, donc bon, voilà. Et je trouve que voilà, il faut être un peu solide pour aussi, je trouve, être seul et se driver soi-même, justement, autodiscipliné. Mais que c'est tellement worth it. Genre, et je trouve que, je pense que, ben, en t'entendant tes heures de travail et en voyant aussi toi comment tu te disciplines sans vraiment obligation, que au final, quand t'aimes ce que tu fais, c'est débile, mais tu comptes pas, quoi. Et genre, je pense qu'on a jamais autant travaillé que maintenant, mais jamais être aussi satisfaite de ce que t'as produit, quoi. C'est ça, quand tu travailles seul, je pense que tu travailles beaucoup fais plus. Ouais. Mais au moins, tu sais que tu travailles pour toi. Mais là, tu Et que ça va où tu tu veux. fais tes projets et quand tu travailles, c'est pour avancer tes projets. Et puis surtout, si tu le fais avec plaisir, Ouais. Non, moi je kiffe. ça change. Enfin, je kiffe pas tous les matins, hein, mais globalement, je Oui, kiffe. mais bien sûr, tu peux pas kiffer tous les Ouais, jours. c'est ça. C'est aussi le truc, c'est que bon, il y a des imprévus, il y a des choses à gérer et tout, mais globalement, le big picture, c'est que c'est trop bien. Et que justement, quand tu regardes en arrière, tu te dis putain, j'ai fait ça quand même. Enfin, tu vois, il faut être fier. Et c'est vrai que je comprends la dimension de toujours vouloir plus, donner plus, pas être satisfaite parce qu'en fait, on regarde pas ce qu'il y a derrière, on regarde que ce qu'il faut faire après. Bah, c'est important de faire le step back. Apprécier ce que tu as fait jusque-là. Se faire des évals avec soi-même. Ouais, mais moi c'est vraiment, pour le coup, c'est mon entourage qui m'en fait prendre conscience. Mais Enfin, c'est toi ça. et Teresa. Mais c'est important. Parce que moi, je regarde jamais, hein. Moi, je suis toujours là. Faut aller plus, mais après, D'avoir la vie extérieure pour ça, c'est bien. il faut l'écouter, se poser. Merci les filles, je vais couper pour... Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des prochains épisodes et de contenus qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à vous, comme quand je termine un voice avec mes copines, bisous!